Bonus. Trax. Si vous vous intéressez de près ou de loin au petit monde des jeux de figurines, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà croisé le nom de Trench Crusade quelque part. Peut-être est-il pour vous synonyme d'espoir, de polémique ou de curiosité. Une chose est sûre, c'est que quelques années après son apparition, Trench Crusade grignote toujours un peu plus de place dans ce hobby qui est le nôtre. Il fallait donc que le Lane Rider fasse un petit détour par les tranchées de l'entreprise Factory Fortress pour vous présenter le jeu qu'elle a mis au monde, donc Trench Crusade. Quelle que soit votre relation avec ce nouveau titre, son univers radical ou ses figurines brutales, eh bien on va tout vous dire dans ce nouvel épisode du Lane Rider. Bonjour à toutes et à tous, Thibaut alias République au micro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on affûte nos épées et on enfile nos masques à gaz car on va parler de Trench Crusade, si je le dis un peu plus à la française pour aller plus vite et éviter de me planter sur l'accent, vous me pardonnerez, j'espère. Alors pourquoi on parle de Trench Crusade aujourd'hui ? Eh bien pour sortir de Warhammer, ce qui est une ambition du podcast, ambition affichée depuis la fin de l'année dernière, en 2025, et puis parce que finalement on est peut-être pas si loin de Warhammer non plus. Je pense que Trench Crusade, c'est une formule qui me semble enfin pertinente par rapport à toutes les copies ou les alternatives à Warhammer qu'on a pu voir se succéder à travers les âges. Là, cette fois, je pense qu'on a quelque chose qui est très proche de Warhammer, mais qui n'est pas tout à fait Warhammer, et c'est peut-être cet entre-deux qui rend le jeu Trench Crusade particulièrement intéressant. On va en discuter ensemble aujourd'hui. Enfin, je voulais parler de Trench Crusade parce que je pense que le jeu a le mérite de répondre à pas mal besoins de la communauté, de besoins en tout cas actuels à l'heure où j'enregistre cet épisode, fin mars 2026. On me parle d'envie de narratif, de jeu narratif, de personnalisation, autant dans le gameplay que dans le modélisme, de belles tables. Et bien pour moi, Trench Crusade peut s'attaquer à toutes ces questions-là et y répondre avec brio, on verra comment, encore une fois. Mais au juste, Trench Crusade, qu'est-ce que c'est ? Eh bien d'abord, c'est un contexte, un setting, comme on dit en anglais, imaginé par l'artiste Mike Francina dès 2016, donc ça date un peu, c'était quand même il y a 10 ans de cela maintenant, alors qu'il bossait sur Diablo 3 chez Blizzard, un univers du coup qu'il va densifier au fur et à mesure avec de plus en plus d'illustrations qu'il postait sur Instagram. Moi je le suivais déjà à l'époque et je trouvais ça très très cool, et effectivement il y avait déjà des petits bouts de lore, des noms qui revenaient et qui resteront d'actualité pendant toute la genèse de Trench Crusade. L'univers va ensuite être repéré par James Sheriff, qui est un sculpteur britannique. Ensemble, ils vont du coup commencer à travailler sur cet univers de Trench Crusade, lui donner peut-être une première forme qui va aboutir à un premier Kickstarter, donc une campagne de crowdfunding, vous savez, sur une plateforme où les gens donnent un petit peu d'argent pour qu'un projet puisse se monter. Et ce premier Kickstarter, eh bien, il visait à créer sous forme de figurines pas mal de personnages que Mike avait déjà dessinés, dont l'observateur des tranchées, que vous connaissez peut-être, qui a cette espèce de gros casque avec un œil central qui ressemble beaucoup au droïde sonde de l'Empire contre-attaque en termes de design. Et du coup, ce Kickstarter avait quand même connu un petit succès, suffisamment pour que, sans être à l'époque un jeu, simplement un contexte, un univers, eh bien Trench Crusade continue à faire son petit bonhomme de chemin. À cette époque-là, James Sheriff, il dit à Mike Francina, on a un univers, maintenant on a des figurines, est-ce qu'on ne ferait pas un jeu ? Et à ce moment-là, Mike répond, déjà que je connaissais rien en figurines, et donc heureusement que j'ai rencontré un sculpteur, il faudrait que je rencontre un game designer, et ça tombe bien, puisque James, il en connaît un, et ce game designer, c'est ni plus ni moins que Tuomas Pirinen, qui est le
co-créateur de Mordheim pour Games Workshop, et c'est un ancien développeur de Games Workshop. À l'époque, il travaille pour Sony, donc lui aussi dans le jeu vidéo, comme Mike Francina, et il va débarquer dans l'équipe dès mai 2023, et seulement quelques mois plus tard, eh bien, les premières règles de Trench Crusade apparaissent, alors qu'il n'y a pas de gamme pour soutenir ce jeu. Mais voilà, Thomas était au courant du travail de Mike, il avait suivi les figurines de James, il adorait cet univers, donc il s'est projeté immédiatement dans ce jeu-là, et du coup ils l'ont développé tous les trois sur la bande, vraiment sur leur temps libre. Dans un super podcast d'ailleurs, il y a Thomas qui explique que en parallèle de son travail chez Sony, du coup il faisait ça sur ses pauses pour manger le soir, etc. Puis il montrait parfois à ses collègues, et il expliquait que tous les choix qu'il faisait alors pour Trench Crusade, les gens, c'est que ses petits collègues de chez Sony lui disaient non, faut pas faire ça, faut pas avoir une faction qui est liée à l'islam, faut pas faire un truc grimdark, faut pas faire un jeu de figurines parce que ça n'intéresse plus personne, etc., etc. Bon, quelques mois, voire quelques années de cela après, eh bien le monde entier va leur donner tort à ses collègues de chez Sony, puisque Trench Crusade va se voir propulsé dans un second Kickstarter qui sera couronné de 3 millions de dollars. Donc il y a eu tous ces billets verts de données pour la création du jeu, donc qui comportait à la fois un livre de règles, mais aussi des fichiers 3D, voire même l'impression de ces fichiers 3D par un partenaire externe pour bien toutes les bandes d'origine, puisque c'est un jeu de figurines qui se joue avec des bandes guerrières, donc elles étaient toutes là. Il y avait même aussi des décors, des accessoires, il y avait beaucoup de choses, et pas mal de stretch goals, donc de paliers qui ont été remplis dans cette campagne et ont permis au jeu vraiment de se développer à vitesse grand V pour devenir déjà un petit peu le concurrent, toute proportion gardée, qu'il est devenu sur les plates-bandes de Games Workshop, qui règnent bien sûr quasiment sans partage, hein. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a d'autres jeux, mais la puissance de Games Workshop est sans commune mesure avec celle de ses concurrents. Mais c'est vrai que Trench Crusade, au moins dans l'imaginaire collectif, il a fait une chouette percée, et c'est ce qui m'incitait aussi à vous en parler aujourd'hui. Donc voilà pour la genèse, mais pour le produit en lui-même, puisque je commençais à en parler, il faut savoir que Trench Crusade, c'est un jeu au format escarmouche qui se joue avec des figurines au format 32 mm, principalement sous la forme d'une campagne narrative, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez aussi faire des scénarios un peu en one-shot, et le tout se déroule dans cet univers grimdark qu'avait développé Mike Francina, et qui a été bien intensifié depuis, mais qui est resté très glauque et franchement horrifique même. On va revenir un petit peu sur ce genre de détails, sur effectivement à quel point Trench Crusade pousse les potards au maximum, et j'espère que ça vous plaira. Mais attention, effectivement, âme sensible, s'abstenir. Également, si vous êtes croyant, ce que je peux respecter bien évidemment, il faut savoir que Trench Crusade s'attaque à des thèmes religieux, parfois même aussi à des figures soit religieuses, soit historiques, soit légendaires, soit tout ça à la fois. Donc il faut avoir un petit peu de recul, ou en tout cas considérer que c'est plutôt ok, c'est plutôt sympa de s'appuyer sur l'histoire et sur l'histoire des religions pour créer un setting. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, ou parfois vous serez peut-être un petit peu choqué. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose tant qu'on est entre personnes qui interagissons en bonne intelligence, mais voilà pour les petits warnings d'usage, alors que nous allons passer au lore dans les grandes lignes de Trench Crusade. Alors pour aller très vite, Trench Crusade, c'est un univers qui naît dans une histoire alternative, où des Templiers ont ouvert la porte des enfers lors de la première croisade, donc pendant l'époque médiévale. Bien sûr, le jeu va se dérouler quelques années après tout cela, va même se dérouler 800 ans après tout cela, donc ça nous emmène en 1914, d'où l'esthétique bien particulière de Trench Crusade, qui mélange les références médiévales, normales puisqu'on part des croisades, avec celles de la Première Guerre mondiale, et bien sûr du combat des tranchées qui donne le nom à cet univers.
Mais dans les faits, à quoi ça ressemble? Eh bien, pour vous initier tout doucement à l'univers de Trench Crusade, je vous propose que nous regardions, en tout cas que nous écoutions, puisque nous sommes en podcast, une frise chronologique que j'ai repris du livre de règles de base et que j'ai traduite. Alors je précise que je ne suis pas traducteur c'est un métier, donc confiez ça aux professionnels et pas à des IA. Donc il est fort possible qu'il y ait des termes ou des trucs sur lesquels je me sois un petit peu foiré. J'espère que vous me pardonnerez, il me semblait que c'était un petit peu plus joli de faire ça que de faire du franglais à longueur de phrase. Maintenant, il est fort possible, il est même très fortement possible qu'une version française de Trench Crusade arrive un jour, on en reparlera peut-être un petit peu après, donc il y aura peut-être des termes, si vous écoutez ce podcast dans le futur, alors qu'une version française est déjà parue, qui ne seront pas cohérents. Là encore, je vous prie de m'excuser, mais passons à cette fameuse frise chronologique. On commence, si vous voulez bien, en 1099, c'est la première croisade qui s'empare de Jérusalem. Les Templiers commettent l'acte d'hérésie ultime, les portes de l'enfer s'ouvrent sur terre et Jérusalem est détruite dans le cataclysme. En 1101, c'est l'année des 3 batailles. Les hérétiques, renforcés par les armées du 3e cercle de l'enfer, conquièrent la majeure partie du Levant. Un an après, en 1102, l'ancienne ville d'Antioche est fortifiée et devient le point central de la résistance contre les forces de l'enfer. En 1106, Kobar devient le premier tyran des 66. Mystérieux, n'est-ce pas? On reviendra un petit peu sur tout ce qui se passe du côté de l'enfer plus tard. En 1109, c'est le grand sultanat du mur de fer invincible aux 2 cornes qui transpercent le ciel, et oui, qui est formé. Au cours des décennies suivantes, il va unifier toutes les factions islamiques. Le grand mur de fer d'Iskandar réapparaît et est fortifié contre les hérétiques. En 1117, les légendaires 17 martyrs se rendent dans les domaines terrestres de l'enfer pour convertir les hérétiques. Capturés, torturés et maintenus dans un état d'agonie perpétuelle, ils restent emprisonnés dans les taureaux de bronze chauffés à blanc jusqu'à ce jour. En 1165, le vieil homme de la montagne et ses Hashashin défendent la forteresse montagneuse d'Alamout. Le château existe encore aujourd'hui, malgré des centaines d'années de siège. Entre 1215 et 1306, ce sont les guerres du triclavianisme. L'église, elle est divisée, elle est en proie à un conflit interne féroce, les domaines hérétiques s'étendent tandis que les fidèles se battent entre eux. Des millions de personnes finissent par périr par l'épée et par le feu. Entre 1346 et 1353, on a Beelzébuth qui libère le Graal noir. Des dizaines de millions de personnes sont infectées, devenant des vecteurs métastatiques de la pire épidémie de l'histoire de l'humanité. C'est la guerre des cadavres qui commence. Heureusement, en 1429, c'est la sainte Jeanne d'Arc qui chasse le Graal noir du continent européen. En 1477, la ville d'Argos est prise par Dieu et disparaît. En 1503, le prophète de guerre Angelos, guidé par saint Éloi, découvre la formule de l'acier auricalque. Bien que très coûteux à produire, ce métal s'avère efficace contre toutes les armes à projectiles et il est encore utilisé aujourd'hui. En 1545, Antioche est complètement détruite par une mystérieuse armée infernale. En 1573, l'ordre sacré du dragon stoppe l'avancée des hérétiques après la destruction de Byzance. 1 million d'hérétiques sont empalés sur les collines de Valachie. En 1595, les murs de la nouvelle Antioche sont achevés. En 1666, c'est l'année des 6 malheurs. Lors d'un raid surprise, la flotte hérétique nouvellement créée s'empare de Gibraltar. La forteresse maritime devient la base opérationnelle des hérétiques contre l'Europe. Les forces de l'enfer ont désormais accès à l'Atlantique. En 1670, en raison des raids côtiers constants de la flotte hérétique, la couronne d'Angleterre commence la construction de la forteresse des Falaises Blanches. En 1703, contre toute attente, une petite force de chevaliers hébreux attaquant depuis leur forteresse secrète détruit le bastion templier d'Acre. En 1805, la flotte hérétique sous le commandement du grand capitaine Ranga bat la flotte anglaise lors de la bataille des Falaises Sanglantes. L'amiral Nelson est tué au combat.
En 1807, Leyre est envahi. En 1866, dans le plus grand secret, les scientifiques hérétiques, aidés par le démon Marbas, construisent les premiers sous-marins modernes. Ils sont un petit peu en avance sur notre monde. En 1870, lancés depuis Gibraltar, les flottes de sous-marins hérétiques infligent de lourdes pertes aux marines marchandes. Une famine généralisée s'ensuit. En 1872, les forces hérétiques prennent d'assaut la ville de Rijeka. Elle est fortifiée et la conquête hérétique est lancée contre le continent européen. 22 ans plus tard, en 1894, l'année de la Trinité brisée commence. Les commandos de la mort assassinent simultanément le souverain pontife, la grande prêtresse Aelia et le saint empereur romain. Les fidèles sont plongés dans le chaos. Les légions hérétiques, commandées par les nobles de l'enfer du 7e cercle et une immense avant-garde de chars, lancent une offensive éclair simultanée au Levant et en Europe. Ça commence à sentir un petit peu le soufre, vous l'aurez compris, pour les fidèles, mais en 1899, le programme spatial de l'Église commence. Pourquoi pas ? En 1907, la construction de la forteresse mobile Britannia est achevée. En 1910, c'est la bataille de Cordoue, une impasse sanglante. L'artillerie hérétique dévaste la ville antique, mais les forces hérétiques ne parviennent pas à pénétrer au cœur de l'Hispanie. On arrive à nos jours dans Trench Crusade, nous sommes en 1914, les deux camps se préparent à des opérations d'offensive majeures. Dans les immenses étendues du No Man's Land qu'est le monde, les escarmouches et les raids furieux s'intensifient alors que les fidèles et les hérétiques se disputent des informations, des reliques puissantes et des positions stratégiques importantes. Voilà pour la petite chronologie rapide de l'univers de Trench Crusade. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Vous voyez déjà qu'il y a un mélange qu'on connaît bien si on aime Warhammer, et spécifiquement Warhammer 40 000, mais peut-être aussi un peu The Old World. Le mélange, c'est référence historique d'une part, et détails loufoques comme le programme spatial de l'Église d'autre part. Ça rappelle beaucoup la formule qu'on aime, qu'on apprécie quand on joue à Warhammer, mais ça ajoute aussi sa propre patte, avec notamment la dimension religieuse et toutes les mythologies qui viennent des religions monothéistes. Alors la question de la religion du coup revient constamment, et comme je vous le disais, ça pourra choquer certains. Pour la petite anecdote, Thomas disait dans un podcast qu'il avait demandé de l'aide à des gens qui savaient lire le latin pour faire des citations authentiques dans le livre de Trench Crusade, et il avait reçu l'aide de moines, de personnel des ordres du Vatican spécifiquement. Du coup, il avait beaucoup rigolé en se disant apparemment il savait que en fait il y avait des clients au Vatican, mais il avait toujours pensé que ce serait plutôt les militaires que sont les gardes suisses, mais il expliquait qu'il y avait pas mal de gens dans les ordres qui aimaient bien jouer à Trench Crusade et qui faisaient ça sur leur temps libre et qui étaient du coup ravis de mettre au service de l'équipe de Trench Crusade leur connaissance du latin. Je trouve que cette anecdote est absolument croustillante, donc il fallait que je vous la partage, et elle en dit long finalement sur la relation qu'on peut entretenir avec la religion. Aujourd'hui, on peut tout à fait être croyant et quand même s'amuser avec Trench Crusade, et ça fait plaisir dans un monde qui est de plus en plus extrémiste. On reviendra bien sûr sur aussi tous les factions qu'on a mentionnées là au fil de cette chronologie, quand on parlera des différentes bandes guerrières et de ce qu'elles ont de bien, d'intéressant à vous proposer. Donc je mets un petit peu tout ça en pause pour vous parler désormais du jeu en quelques mécaniques. Alors maintenant qu'on a planté le décor, essayons de voir comment Trench Crusade se joue. Alors encore une fois, je fais un petit disclaimer, l'idée c'est pas de vous apprendre les règles, mais de vous montrer les originalités de ce jeu et bien sûr vous donner envie. Alors déjà, bonne nouvelle, ça joue avec du D6, vous serez normalement pas trop perdu si vous venez des jeux Warhammer. Et tout se joue spécifiquement sur 2 D6, vos actions et leurs résultats. Il y a toujours un résultat à obtenir sur ces 2 D6, simplifié ou complexifié par un certain nombre de paramètres. Par exemple, le couvert, la distance ou la puissance de vos armes vont faire en sorte que ce résultat soit plus ou moins important.
Et c'est là que Trench Crusade se distingue de ses concurrents. Son système, c'est simplement ajouter des dés aux 2d6 de base pour pimenter vos parties. Bien évidemment, il serait trop simple d'ajouter le résultat de tous ces dés pour obtenir un résultat précis sur une table de résultats. Donc on prend, sauf exception, les 2 meilleurs ou les 2 pires résultats du pool, peu importe le nombre de dés que vous lancez. Si vous n'avez pas trop compris, pas de panique, je vous illustre ça avec un exemple. Si je veux tirer avec une figurine, je dois atteindre un certain résultat sur 2d6. Du coup, cette figurine a dans ses statistiques la mention de plus 2 dice, plus 2 dés, donc je prends 2 dés en plus et je garde les 2 meilleurs. Je jette donc 4 dés au lieu de mes 2 d6 habituels, mais je retiens les 2 meilleurs pour obtenir le résultat que je devais obtenir. Donc, vous l'aurez compris, c'est un peu plus simple d'obtenir ce résultat. A l'inverse, si je prends l'exemple d'une cible de cette figurine qui serait très loin et à couvert, j'ai un malus de -1 dice, -1 dé, et pour le couvert, et -1 dé pour la distance. Donc là, j'ai 2 dés en moins, ça ne veut pas dire que je jette 0 d6, ça veut dire que j'en jette toujours 4, mais simplement, je vais garder les 2 pires de mon pool. Donc si vous avez pigé ça, vous avez pigé le gros de Trench Crusade. C'est un jeu où on se base toujours sur cette mécanique des 2d6, mais on va créer des variables et des écarts de résultats plus ou moins importants en fonction des armes, de nos figurines, de la situation, etc. etc. Du coup, petite originalité, on ne compare pas la force à une endurance, par exemple, comme à Warhammer 40 000. On ne cherche pas vraiment les statistiques précises de tel ou tel personnage ou de tel ou tel objet. On n'a même pas de PV, en fait, à vrai dire. On ajoute nos dés, on fait ce petit calcul de variables et on regarde le résultat. Alors pour l'instant, vous l'aurez compris, j'ai toujours été très vague dans ce que j'appelle les résultats, mais il est évident que il y a des tableaux à respecter, des tables de résultats à respecter. Il y en a 2. Il y a celui des succès, tout d'abord, qui va nous permettre de savoir si nos actions passent. Par exemple, sur 2d6, il faut faire au moins 7 pour que l'action fonctionne. Et ensuite, on a celui des blessures. Donc ça, c'est plutôt pour le résultat de nos actions. De 2d6, on va placer ce qu'on appelle un blood marker, un marqueur de sang. Je vous explique après ce que c'est. Sur 7 à 8, on va tomber à terre. Et sur 9+, la figurine est retirée du jeu. Bien sûr, les 2 tableaux sont influencés par les dés supplémentaires que vous ajoutez, donc le jeu distingue en plus ou minus dice pour les succès et plus ou minus injury, blessure, dice pour des dégâts. Mais il fonctionne pareil. En fait, quand vous voyez -1 dice ou -1 injury dice, c'est la même chose. Vous ajoutez à votre pool de résultats des dés pour prendre les meilleurs dés ou les pires dés. Je vous ai parlé des marqueurs de sang ou les blood dice dans la version originale du jeu. C'est simplement un dé qui va rester à côté de la figurine touchée et qui peut du coup monter de 1 à 6 puisque c'est un seul dé qui peut être attribué à une seule figurine et qui va représenter des blessures morales, des blessures physiques, la panique qui s'empare du personnage, etc. etc. Ça ne fait pas office de PV d'ailleurs, c'est pas parce que vous atteignez 6 blood dice que vous êtes automatiquement retiré du jeu parce que vous n'avez plus de PV par exemple, c'est une valeur à part que vous allez pouvoir utiliser en bonus ou en malus. Par exemple, si je suis attaqué par une figurine qui a un marqueur de sang, je peux utiliser ce marqueur pour l'ajouter à son pool de dés lorsqu'il m'attaque, le forçant à prendre le pire de ses résultats plutôt que les 2d6 habituels. Et de la même manière que les marqueurs de sang peuvent être utilisés en bonus ou en malus, donc vous pouvez faire en sorte que votre ennemi tire moins bien ou vous touche moins bien, vous pouvez aussi ajouter ces marqueurs de sang à votre résultat pour les blessures, vous avez les dés de bénédiction qui fonctionnent exactement comme des marqueurs de sang, mais qui là, cette fois, vont buffer vos figurines plutôt que débuffer les figurines adverses. Enfin, la dernière chose à savoir sur Trench Crusade, c'est qu'il n'y a pas non plus de points d'action ou de PA comme on en trouve souvent dans les jeux d'escarmouche. C'est-à-dire que dans Trench Crusade, vous pouvez faire un mouvement, et faire un mouvement c'est se déplacer, charger ou battre en retraite. Donc tout ça c'est
un mouvement, donc il faut choisir exactement la nature de votre mouvement, mais vous pouvez faire l'un de ces 3 mouvements, vous pouvez ensuite combattre au corps à corps, tirer avec vos armes, déclencher vos capacités et même faire un dash, donc c'est un second mouvement, mais qui lui est sujet à craquage, puisqu'il vous demandera de faire un jet sur le tableau des succès, et du coup on peut faire tout ça dans l'ordre qu'on veut, mais attention, à l'image du dash, il y a parfois des armes ou des capacités qui vous demandent de réussir un test de succès, et s'il est raté, eh bien votre activation se termine sur le champ. Donc ça peut être tentant de vouloir faire le maximum d'actions, mais il faut bien réfléchir à l'ordre dans lequel on va les effectuer si on ne veut pas se retrouver un peu le bec dans l'eau en ratant un test de succès. Donc j'aime beaucoup ce jeu, vous l'aurez compris, qui encourage un petit peu une philosophie de maxeur, mais du coup crée un petit peu de suspense quand on insiste un peu trop, quand on veut un peu trop jouer le gourmand, on peut se louper dans notre activation. Et puisque je ne crois pas l'avoir précisé avant, mais c'est un jeu en activation alternée, comme beaucoup de jeux d'escarmouche, bah si vous terminez l'activation de votre personnage et que vous pensiez la terminer à couvert, mais vous êtes loupé sur votre dash et donc vous êtes dans la pampa, eh bien dommage, c'est au joueur adverse de jouer, et là il a une cible tout droit désignée à abattre. Donc j'aime beaucoup ce système, des 2d6, des points d'action qui en fait n'existent pas, c'est très permissif, mais ça permet d'avoir des moments épiques, des moments cinématographiques, et vraiment dans les quelques parties de Trench Crusade que j'ai déjà eu la chance de faire, il y a toujours eu des moments comme ça, où la gourmandise nous rattrape, mais ça donne lieu à des scènes d'anthologie. On en reparlera peut-être un petit peu en fin de podcast. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu sur le lore et sur les factions dans toute leur richesse. On a parlé de l'univers, on a parlé du jeu, donc il est temps de parler de là où ils se rencontrent, comment tout ça s'incarne sur la table, à savoir les différentes factions et leurs sous-factions, car oui, il y a déjà des sous-factions pour Trench Crusade. Alors encore une fois, je ne vais pas tout vous dire, d'ailleurs il y a pas mal de factions et de sous-factions, donc je vais essayer de vous donner envie avec le peu de mots que j'utiliserai. On pourra, si le succès est au rendez-vous pour ce podcast, bien sûr revenir sur une faction en particulier. À noter aussi, n'oubliez pas que ces factions sont recrutées sous forme de bandes guerrières, que vous avez assez peu de restrictions sur leur composition, vous pouvez même prendre des mercenaires, et vous avez un système d'équipement qui est très poussé, vous pouvez les piocher dans des équipements génériques, et vous avez des équipements spécifiques aux factions et aux sous-factions, donc ça fait quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent, et ça vous permet aussi, entre les compositions et l'équipement, de toujours un peu adapter le gameplay à votre sauce. Là, je vais résumer à gros traits le gameplay de chaque faction, mais retenez que par rapport à des jeux de Games Workshop par exemple, où souvent le gameplay d'une armée, d'une bande est très affirmé, dans Trench Crusade on est un peu plus dans un wargame à l'ancienne, où il est possible bien de faire n'importe quel gameplay avec n'importe quelle bande. Je caricature un peu, c'est pas exactement ça, vous avez des bandes beaucoup plus élitistes, des bandes beaucoup plus nombreuses, populeuses, mais en fonction des équipements que vous mettez, de l'expérience que vos personnages vont gagner aussi dans une campagne, vous pouvez adapter cette bande à votre style de jeu, un peu plus comme un RPG ou un jeu vidéo, donc un peu plus comme un jeu de rôle ou un jeu vidéo, par exemple un RPG, que un Warhammer classique. Donc retenez bien que si par exemple une faction vous plaît, mais que le gameplay, je sais pas, j'aurais plutôt vu une faction de tir ou de corps à corps, en vrai il y a toujours moyen de dégager sa petite marge de manœuvre pour trouver ce qu'on a vraiment envie de faire en termes de jeu avec cette bande, en termes de jeu d'ailleurs, ou en termes d'esthétique, parce que parfois les deux se rejoignent sur la table et s'incarnent aussi dans les figurines. On parlera aussi des variantes, vous m'entendrez parler des variantes, en fait ce sont tout simplement les sous-factions du jeu, ce sont des variantes des bandes classiques qui existent à l'heure où j'enregistre ce podcast. Parfois ces sous-factions ou ces variantes sont très légères, elles n'introduisent pas de nouvelles règles, elles ont très peu de nouveaux équipements. Parfois, elles sont extrêmement complexes et vous permettent en fait de faire un gameplay complètement différent de la bande de base. Donc là aussi, ça peut paraître surprenant, mais vous avez vraiment des builds, des listes qui vont s'ouvrir à vous en fonction des sous-factions que vous allez choisir.
Et on va commencer à tout seigneur, tout honneur, comme disait l'autre, par la nouvelle Antioche, la ville qui a été maintes fois assiégée et reconstruite, dont on parlait tout à l'heure. Donc, au niveau du lore, depuis 300 ans, la principauté de la nouvelle Antioche se dresse fièrement comme le centre névralgique de l'Église et de ses fidèles, à la lisière même de l'ombre projetée par la porte des enfers. Elle est le berceau de tous nos espoirs, le rempart contre les forces hérétiques et la première ligne de défense contre les puissances du diable. J'espère que ça vous a donné envie niveau lore, niveau look. Qu'en est-il de ces figurines de la nouvelle Antioche ? Eh bien, c'est un parfait mélange de la Première Guerre mondiale et du Moyen-Âge, à mon sens, très britannique dans l'esprit, à la fois au niveau des casques, des équipements, du look des soldats. Si vous avez vu, par exemple, le film 1917, vous mélangez ça avec eh bien, un truc plus fantastique, plus brutal, plus médiéval, et vous avez les soldats de la nouvelle Antioche qui sont, du coup, de simples humains, mais accompagnés de quelques spécialistes religieux, donc des prêtres, et d'autres spécialistes plus militaires, par exemple des sapeurs ou des prêtres snipers. Donc là, on est à la rencontre entre les deux. Votre sniper, c'est un prêtre. D'ailleurs, ils sont aveugles, c'est assez marrant. Ils tirent vraiment juste en utilisant la foi, ce qui est plutôt badass. Et dernier truc à ajouter sur la nouvelle Antioche, eh bien, c'est une faction qui a quand même un petit côté méca avec l'infanterie mécanisée, qui a un peu une sorte de gabarit de Space Marine, et je pense que ce n'est pas au hasard. C'est tout simplement un soldat dans une espèce d'armure, d'exo-armure, devrais-je dire, qui peut porter des armes de corps à corps très lourdes ou des armes de tir très lourdes, et il y a différents modèles d'infanterie mécanisée à travers la faction de la Nouvelle Antioche. Je vous laisserai découvrir ça si la faction vous intéresse et que vous partez sur celle-ci. Au niveau du gameplay, attention, ne vous faites pas avoir. Pour l'instant, la nouvelle Antioche, elle est un peu vue comme le poster boy de cet univers. C'est un peu le Space Marine de cet univers. On les voit un peu partout. C'est la faction qui est la plus mise en avant, peut-être dans le lore, sur les illustrations, etc., etc. Encore que ça se discute, mais c'est vrai que on est habitué, encore une fois, au vocabulaire, au marketing de Games Workshop, et donc du coup, on se dit, ah bah celle-là, elle est partout, ça doit être la faction parfaite pour commencer. En réalité, pas tellement. Alors si les filles vous plaisent, moi je suis toujours team, les filles vous plaisent, vous vous adapterez au gameplay. Il ne s'agit pas forcément de se forcer à peindre des filles qui vous plaisent moins, mais dont le gameplay vous parle plus, parce que les figurines restent, les règles peuvent changer. Bon, c'est un peu moins le cas pour Trench Crusade, qui n'a pas le rythme effréné des productions de Games Workshop, mais tout de même, gardez quand même à l'esprit que les figurines de la nouvelle Antioche, eh bien, elles sont assez faibles individuellement, donc la bande est assez dure à jouer. Maintenant, vous avez une règle qui est assez intéressante, c'est la règle des Fire Teams, qui vous permet d'avoir 2 paires de figurines dans votre bande, qui vont augmenter leurs chances de blessure. En fait, elles vont pouvoir utiliser les marqueurs de sang, je ne vais pas aller dans le détail de cette règle, mais plus facilement pour infliger de lourds dégâts. Donc c'est une faction qui va récompenser le positionnement. En fait, il faut être assez proche de l'ennemi parce que vous avez pas mal d'outils pour faire de bonnes fusillades, mais il ne faut pas être trop proche parce que au corps à corps, vous n'êtes pas tout à fait des gros durs. Donc voilà pour la nouvelle Antioche. Mais il faut quand même que je parle de ces différentes variantes, puisque c'est la faction qui, je crois, est le plus dotée en sous-factions. On a les forces d'intervention papales, qui ont accès à de plus amples ressources, et les fameux gardes suisses qui existent dans la vraie vie, dont je parlais tout à l'heure. On a les Rangers d'Eir, une infanterie légère qui est dédiée à Saint-Patrick, parce que oui, vos bandes, quand vous commencez une campagne, il faut la dédier à un saint, si vous êtes du côté, on va dire, fidèle à la foi et à Dieu. Donc les Rangers, ils frappent vite, ils frappent fort, par contre ils ont des équipements limités. On a aussi le détachement d'assaut du royaume d'Alba, donc là, après les Irlandais, on passe aux Écossais, qui aiment beaucoup le corps à corps, et ils ont développé leur propre version de l'infanterie mécanisée. Ensuite, on revient sur le continent européen avec les Strohstruppen de l'État libre de Prusse. Ce sont les maîtres de la grenade et des assauts éclairs. Ils manient la Tank Splitter Sword, l'épée tranche blindage, je ne sais pas trop comment la traduire, qui est peut-être l'arme de corps à corps la plus terrifiante du jeu. Et enfin, on a les forces expéditionnaires d'Abyssinia. C'est des épéistes,
éthiopiens qui sont passés maîtres dans la fusillade à courte portée et les duels. Donc vous avez vraiment de quoi vous mettre sous la dent en termes de sous-faction. Vous restez dans cette ambiance mi-médiévale, mi-militaire, mais vous partez un petit peu, j'allais dire, aux quatre coins du monde. On va pas exagérer, mais vous avez de quoi faire quelque chose de plus chouette, de plus varié que peut-être du simple britannique pendant la Première Guerre mondiale, et ça, c'est très cool. On va penser ensuite à une autre faction de la foi, il s'agit des pèlerins des tranchées. Au niveau de leur lore, voici ce que ça peut donner. Alors que la guerre fait rage contre les serviteurs de l'enfer, d'étranges visions tourmentent les fidèles à travers le monde. Les hommes et les femmes touchés par le ciel reçoivent des visions. Les sœurs des ordres sacrés sont marquées par les stigmates et prennent les armes et la croix selon les instructions de leurs anges. Ceux qui ont transgressé cherchent à expier leurs péchés en emmenant avec eux autant d'adeptes du diable que possible dans l'au-delà. Donc là, on passe sur un look plus grimdark, dans un style un peu Hellraiser, où moi personnellement ça me fait penser aussi à la bande dessinée Les Chroniques de la Lune Noire. Je ne sais pas si vous avez connu cette BD là. On est du coup dans une espèce de horde de dévots accompagnés de quelques curiosités de créatures, j'allais dire presque, on en reparlera juste après. Globalement c'est une faction très dépouillée en termes esthétiques, c'est un peu le bordel, c'est des mecs semi à poil avec des marteaux, des grenades, tout ce qui traîne. Ils sont assez perturbants. Mais en termes de gameplay, pas simple à prendre en main non plus, parce que c'est vraiment centré sur le corps à corps, mais vous avez des moyens d'avancer très vite et de vous soigner, ce qui n'est pas le cas de forcément toutes les factions, de manière plus régulière. Donc du coup, c'est une horde de guerriers assez faible, mais qui va être soutenue par quelques grosses pièces, notamment le communicant. Le communicant, c'est un gars qui a bouffé un morceau du Métachrist. Alors là, on rentre dans les détails un peu zinzin du lore de Trench Crusade. En gros, ils ont essayé de cloner le Christ et il reste des bouts de lui. Donc c'est un peu comme quand vous mangez l'hostie, sauf que là, c'est plein de stéroïdes et ça vous transforme en une espèce de grosse brutasse de corps à corps, une sorte d'ogre en fait. Et vous avez également l'Anchorite qui vient du sanctuaire de l'Anachorète. Qui lui est une sorte de dreadnought. Vous avez un gars qui expie ses péchés, c'est à la fois, ou peut-être plus c'est une machine de pénitence pour ceux qui connaissent Warhammer 40 000, donc c'est une espèce de gros méca bien gothique, bien énervé, dans lequel un pèlerin va finir sa vie en emportant un maximum d'hérétiques dans la tombe. Et effectivement, ce sont des grosses pièces qu'on va peut-être pas jouer quand on se lance dans une campagne, mais qu'on va pouvoir faire et qui vont avoir automatiquement pas mal de gueule quand on a une collection de pèlerins des tranchées à terminer. Pour ce qui est des variantes, eh bien, il y en a 3. Il y a tout d'abord la procession de l'affliction sacrée. C'est des fanatiques un peu lépreux, j'ai envie de dire, même si dans le lore c'est pas explicite. Ils semblent résister en tout cas très bien aux balles et mieux combattre au corps à corps, comme si la maladie les renforçait. On a aussi le pèlerinage de guerre de Saint Méthode. Ce sont les gardiens orthodoxes du savoir ancien derrière l'Anchorite Shrine, le fameux Dreadnought / machine de pénitence dont je vous parlais tout à l'heure. Donc eux, ils sont plutôt du côté mécanique des pèlerins des tranchées. Et enfin, on a la cavalcade de la 10e peste des intégristes qui partent au combat couverts de sang, parce que pourquoi pas. On continue dans les factions de la foi avec le sultanat du mur de fer. Derrière l'invincible mur de fer d'Al-Karish se tient le plus grand sultanat de l'histoire. C'est ici que fleurissent des savoirs perdus. Et depuis ces mosquées de marbre et d'or, le muezzin appelle les fidèles à prier pour le succès des armées du sultan, chargé de protéger le mur comme d'escorter les convois de caravanes qui alimentent le sultanat de précieuses ressources. Alors là, au niveau du look, on est un petit peu dans le même ordre d'idées que Antioche, donc mélange de Moyen-Âge et de Première Guerre mondiale, mais là où Antioche est plutôt tourné vers l'Occident, là on est tourné vers l'Orient, avec un mélange historique, mais aussi d'imagerie religieuse ou populaire. On est à la fois dans l'islam et le conte des mille et une nuits, donc c'est plutôt chouette. On va avoir du sabre, de l'arquebuse, des assassins, des alchimistes. Franchement, c'est l'une des factions les plus cool, si ce n'est la faction la plus cool de ce jeu. En termes de gameplay,
Ça peut paraître un peu curieux, ou en tout cas on ne se dit pas forcément ça de prime abord, mais c'est plutôt une armée de tir parce que elle a les moyens de fiabiliser assez fort le tir. Elle a néanmoins des options de corps à corps qui sont très balèzes, notamment les Hashashin. L'assassin, c'est l'une des figurines les plus incroyables de Trench Crusade. Vous pouvez attaquer 2 cibles en même temps avec une règle qui vous permet en fait de représenter que l'assassin va se téléporter d'une cible à l'autre. C'est vraiment super bien foutu et c'est tellement cinématographique. Franchement, ça fait partie des meilleures figues du jeu. Et grâce aux alchimistes, vous avez aussi encore un peu plus de tir ou un peu plus de mobilité parce que les alchimistes en fait créent des grosses bestioles, des créatures qui ne sont pas dotées d'une âme mais qui vont vous permettre de renforcer vos bandes et donc on a au final, avec le sultanat, un mélange assez riche, je trouve, à la fois dans ce côté oriental, mystique et militaire. Moi, je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. Au niveau des variantes, eh bien, sans surprise, on a une variante qui est dédiée aux assassins, la cabale des assassins d'Alamut, qui transforme vos figurines plutôt en moines guerriers qui viennent soutenir les maîtres surnaturels du meurtre que sont les Hashashin. Vous avez aussi la maisonnée de la sagesse, donc là vous êtes du côté alchimiste, avec des savants qui mettent leur savoir au service du sultanat pour mieux expérimenter. Donc là préparez-vous à des créatures cheloues et des cocktails un peu bizarres. Et enfin, vous avez les défenseurs du mur de fer, qui eux sont les vaillantes sentinelles qui vont veiller sur le sultanat avec leurs fusils de précision et leurs pièces d'artillerie. Donc là, on retrouve un gameplay effectivement beaucoup plus orienté vers le tir. Voilà pour les factions de la foi. Il est temps maintenant, mes petits amis, de renoncer à nos dieux et de nous enfoncer dans les enfers avec les légions hérétiques, la première des factions renégates, si j'ose dire. Donc, dans les domaines où les hommes vénèrent le démon et plient le genou devant l'autel du veau d'or, de fidèles mortels accompagnés de monstruosités nées du sous-monde se rassemblent sous la bannière des archidémons. Les feux émanant des portes ouvertes des enfers embrasent le ciel lorsque ces légions marchent à la guerre pour soumettre les forces de la création. J'ai des petits frissons, faut croire que je suis un hérétique au fond de moi. Au niveau du look, qu'est-ce qui se passe avec les légions hérétiques? À nouveau, mélange de Moyen-Âge et de Première Guerre mondiale, rien de plus surprenant dans l'univers de Trench Crusade, mais cette fois, on est plus gothique et on est un peu plus germanique. On a aussi une belle galerie de monstres qui va accompagner des humains, des humanoïdes ou des bestiaux. Franchement, on a dans les légions hérétiques des gabarits, des silhouettes très différentes. Donc si vous avez envie d'une faction où vous peignez pas tout le temps la même chose, pas toujours les mêmes volumes, eh bien les légions au pluriel des hérétiques sont faites pour vous. On a aussi ce qui est sans doute la star du jeu, le visage de Trench Crusade, qui avait même droit à sa statue à l'Adepticon cette année, la fameuse Artillery Witch, la sorcière d'artillerie, qui est vraiment là aussi une des figurines les plus incroyables du jeu en termes d'esthétique, mais aussi en termes de jeu, parce qu'elle balance des bombes et avec un hasard et des effets effectivement parfois très très surprenants. Donc vraiment une pièce qui est super à jouer. Si vous faites les légions hérétiques, eh bien il vous faut votre sorcière d'artillerie. Malheureusement, toutes les variantes n'ont pas le droit de l'utiliser comme on l'espérerait. Niveau gameplay, à nouveau une armée de tir, en tout cas dans l'esprit. C'est une faction qui va très bien maîtriser le gameplay un peu couloir, vous sécurisez un coin de la map, vous canardez et vous oubliez. L'idée, c'est vraiment de diriger avec ces couloirs l'ennemi dans les griffes ou la ligne de vue pour la sorcière d'artillerie par exemple de vos plus belles pièces. C'est une faction que je trouve assez simple à prendre en main, c'est un peu un hasard, j'ai commencé par celle-ci, c'est un hasard, mais vraiment elle est cool parce qu'elle est polyvalente et elle a malgré tout des unités très spécialisées comme la sorcière d'artillerie. Ou les commandos de la mort qui sont vraiment orientés infiltration et corps à corps. Donc vraiment
une chouette faction pour commencer à mon sens, d'autant qu'elle a 3 variantes qui sont plutôt cool. Vous avez par exemple les chevaliers de l'avarice, ce sont des dévots extravagants qui sont liés au prince de la cupidité. Ils sont décadents mais ils sont très bien équipés et ça se traduit en termes de règles par une obligation de dépenser du matériel, je ne sais plus combien exactement, mais pour chaque figurine, faut emporter du matos et je trouve ça trop cool. D'ailleurs dans Trench Crusade il y a énormément de choses comme ça, des règles qui sont presque purement narratives, qui vous donnent soit des contraintes, soit des avantages, parfois les deux, mais qui sont tellement bien représentatives de l'univers, et ça c'est des trucs qui manquent aujourd'hui à Warhammer 40 000 et dans les productions de Games Workshop les plus mainstream, donc ça fait plaisir de les revoir dans Trench Crusade. Vous avez également les escadres de raids navals, les troupes de choc de la marine hérétique qui déferlent sur les plages à l'aide de leurs scaphandres. Eux, ils sont tout à fait cool, ils n'ont pas énormément de règles additionnelles, donc ça peut être une faction assez cool pour commencer, une sous-faction spécifiquement assez cool pour commencer, puisqu'elle ne dévie pas énormément de ce qui se fait à côté dans la bande de base. Et enfin, vous avez les fantômes des tranchées. Ce sont les âmes piégées dans le No Man's Land qui ne sont réclamées ni par le paradis ni par l'enfer et qui sont condamnées à errer pour l'éternité. C'est une variante qui est assez intéressante quand je vous disais parfois que les variantes ne représentent pas la faction de base, puisque effectivement, ce sont techniquement des hérétiques d'après le jeu, mais on comprend bien que ils s'en prennent un peu à tout le monde et qu'ils sont un peu dans aucun camp. Maintenant, effectivement, pour pouvoir les jouer, eh bien, en termes de game design, ils se sont basés sur les légions hérétiques. Et ça fait pas mal de sens puisque on peut revoir à la sauce fantôme, il faut vraiment les voir comme des espèces de Nighthaunt avec des masques à gaz. Pour ceux qui connaissent Age of Sigmar, et vous prenez un Nighthaunt, vous lui mettez un masque à gaz, c'est vraiment ça, avec un fusil ou un bâton de tranchée et voilà. Donc ils sont tout à fait cool aussi, grosse restriction, mais je trouve saveur. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans cette faction que je trouve là aussi très cool. Moi j'ai des vieux Nighthaunt qui traînent depuis un moment, je pense que je vais les convertir un jour en fantôme de tranchée. Ensuite, on va passer à une autre faction bien dégueulasse, c'est le culte du Graal Noir. Concocté par Belzébuth en personne, le Graal Noir, c'est la pire peste à avoir ravagé le monde connu. Ni mort, ni vivant, ces victimes deviennent des vecteurs de propagation infâmes, condamnés à perpétuer la corruption de leur nouveau maître. Ceux assez fous pour accepter ce don volontairement deviennent les nobles de l'ordre de la mouche, formant de puissantes bandes guerrières et guidant leurs camarades inférieurs pour infecter la vie sous toutes ses formes. Ça vous rappelle quelque chose ? Nurgle, ça vous dit un truc ? Eh bien, c'est à peu près pareil, avec de grosses créatures aussi. C'est vraiment la bande la plus crado, en tout cas une des plus crado, avec des trucs bouffis, des bubons, des insectes en tout genre, donc les fans de Nurgle devraient normalement se régaler avec le culte du Graal Noir. Ils ont tout ça, avec un petit côté clergé décadent en plus. Vous avez des illustrations de Franchina qui sont assez incroyables, où vous avez vraiment derrière les bures, derrière les robes, un mec qui clash son corps tout bouffi, des tentacules dans tous les sens. Et c'est là où on rentre dans une des dimensions de Trench Crusade que j'ai pas encore cité comme telle, mais que vous avez peut-être deviné. Eh bien, c'est le body horror. Franchement, l'horreur du corps, ça, Trench Crusade donne vachement dedans, beaucoup plus que Warhammer ne l'a jamais fait. Et en tout cas, si vous avez connu les premières éditions de 40 000 ou de Battle, vous prenez ça, vous montez les potards au maximum et vous obtenez Trench Crusade. Donc c'est vraiment le Nurgle le plus crado et même pas rigolo avec des petits Nurglings qui traînent pour un peu amoindrir l'addition. Non, c'est vraiment très très crado et si vous aimez ça, eh bien le culte du Graal Noir est fait pour vous. Au niveau du gameplay, sans surprise, c'est lent, mais c'est résistant. Et vous avez une règle qui est unique à cette faction. Vous distribuez des marqueurs d'infection pour contaminer vos adversaires. Donc du coup, cette faction, c'est vraiment le contre-la-montre que de l'affronter. Parce qu'ils peuvent encaisser très longtemps, ils tiennent super bien les objectifs. Et même s'ils font pas toujours de gros dégâts, eh bien vous avez des marqueurs d'infection qui vont malgré tout affaiblir vos figurines. Et donc c'est typiquement un mélange du gameplay Nurgle à Age of Sigmar et Warhammer 40 000 par exemple avec la Death Guard. Donc là on est vraiment en territoire connu. Bon après on peut aussi se dire que Nurgle a tout piqué à Belzébuth, donc c'est logique que Belzébuth repique tout à Nurgle désormais.
Au niveau des variantes, il y en a une seule, c'est le chant funèbre du grand Hégémon, une procession impie qui est à la recherche des reliques ou des traces de leurs défunts champions. Effectivement, le Graal Noir en termes de lore, eh bien, ils veulent faire émerger cet Hégémon, cette espèce de gros amalgame, ce grand immonde dégueulasse qui déferle sur le monde, qui grossit, qui ne cesse de grossir, et du coup il a été vaincu, donc eux ils aiment bien retrouver des traces de ce bonhomme-là, et ils aimeraient bien peut-être en faire émerger un autre un jour, qui sait. Et on va terminer à la fois les bandes et le côté méchant de Trench Crusade, méchant, ça reste discutable, avec la cour du serpent à 7 têtes. La maudite cité de fer de 10 s'élève au milieu des panaches de fumée corrosive et nauséabonde qui s'échappent sans cesse. Au sommet de son donjon noirci et hurlant siège le conseil de guerre infernal, un rassemblement des 7 archidémons les plus malfaisants, rusés et diaboliques qui soient. Connu sous le nom de cour du serpent à 7 têtes, chaque tête du serpent incarne en réalité l'un des 7 péchés capitaux. Ensemble, leurs décrets façonnent le cours de la Grande Guerre, supervisent les campagnes implacables de l'enfer contre la création et commandent toutes les forces infernales au service de ce qu'on appelle la hiérarchie. Alors là, au niveau du look, on passe dans une toute autre dimension. On s'éloigne du mélange habituel Première Guerre mondiale et médiévale pour aller carrément dans le body horror et un petit peu dans la fantasy avec ce côté chevalier noir, chevalier, vous savez, maudit, dans lequel il y aurait plus un corps mais juste une armure et des flammes. Donc là on est complètement dans l'occulte et on est complètement aussi dans le dégueulasse, parce qu'il y a certaines figurines qui font sincèrement très très peur dans la cour du serpent à 7 têtes. Au niveau du gameplay, là aussi on s'éloigne vraiment du reste, parce qu'on est dans une bande complètement élite, très peu de figurines, mais chacune de vos figurines va pouvoir obtenir des pouvoirs magiques qui s'ajoutent à votre équipement, et donc vous allez pouvoir déferler sur votre adversaire avec tout ce que lui dispose, mais aussi toute cette dimension magique, toute cette dimension occulte qui est à votre service. Du coup, l'idée c'est d'aller farmer des petites figues qui vont booster vos grosses figues et les booster à un point où vous roulez sur votre adversaire. Ça c'est la cour du serpent à 7 têtes qui techniquement n'a pas de variante, mais vu que chacune des têtes est dédiée à l'un des 7 péchés capitaux, eh bien en fonction de celui que vous choisissez, vous avez des pouvoirs bien précis qui vous sont octroyés. Donc du coup, vous avez de ce point de vue-là des espèces de petites sous-factions, et vous avez l'occasion de tester des pouvoirs magiques différents en fonction de ce que vous avez envie de faire dans vos games. Donc ça, c'est la cour du serpent à 7 têtes, qui a vraiment des pièces assez atroces, où il y a des gueules pas possibles, des espèces de demi-démons chelous, des saints corrompus et transformés en bêtes vraiment, vraiment flippantes. C'est, je crois, la faction qui s'éloigne le plus de ce qui serait le vocabulaire visuel, ça y est, je l'ai dit, de Trench Crusade, mais ça peut vraiment intéresser justement les gens qui aiment ce côté body horror, qui aiment les films d'horreur crado, qui aiment, je sais pas, du Doom, du Hellraiser, tout ce qui joue en fait avec cette mythologie assez atroce des enfers. Et du coup, en termes de gameplay, ça se traduit par vraiment une bande encore plus réduite que celle que vous avez normalement à recruter lorsque vous vous lancez dans ce jeu. Voilà, on a fait le tour des différentes factions et de leurs sous-factions. C'était assez rapide, mais je pense que vous aurez quand même assez de détails pour savoir lesquels vous avez envie de collectionner, ou lesquels vous aimeriez voir traités dans un podcast un peu plus dense, qui sait. Ce qui reste à savoir, après cet aperçu, je vais vous le dire tout de suite. On va revenir sur quelques points essentiels avant de vous laisser, et ce sera surtout une question d'accessibilité. Finalement, comment on joue à Trench Crusade aujourd'hui en 2026 à l'heure où j'enregistre ce podcast, à quoi ça ressemble, à quoi il faut que je me prépare. Eh bien, on va répondre à toutes ces questions maintenant. Alors la première question à laquelle je vais répondre, c'est la question de la langue. Pour l'instant, Trench Crusade, c'est un jeu qui est uniquement disponible en anglais. Mais on a des rumeurs
persistante de versions françaises qui seraient sans doute annoncées bientôt. Donc je pense que mon podcast sera sorti avant cette annonce, mais à n'en pas douter, et au regard du développement croissant de Trench Crusade, il est fort possible que le public français, qui représente quand même une très grosse part des clients de jeux de figurines, s'offre une version bientôt. J'imagine que ça sera peut-être aussi le cas pour l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Je n'en sais rien par aucun moyen détourné. J'ai juste mes petits oiseaux qui me disent que ça arrive. Donc dites-vous que si l'anglais vous rebute, eh bien normalement d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, tout sera en français. Et ça, c'est plutôt très cool. Et après, si vous lisez l'anglais ou même juste un tout petit peu, sachez que il n'y a aucun souci avec la lecture du lore ou la lecture, je trouve, des règles. On est notamment au niveau des règles sur une écriture qui est ce qu'on appelle, je crois, du natural English, comme disent les game designers britanniques. Donc on n'est pas sur ce verbiage qui peut être un peu chiant à lire déjà en français, mais encore plus dans une autre langue. C'est fondamentalement assez explicite, et faut rappeler que Tuomas Pirinen, il n'est pas britannique lui-même, il est finlandais, si je dis pas de bêtises, ou peut-être norvégien, il faudrait vérifier, mais il vient du Nord, il ne vient pas d'Albion. Donc à noter, ça se lit quand même très bien en anglais, mais normalement une version française arrive. Ce qui est cool, c'est que tout est gratuit, et ça c'est dans la profession de foi du jeu. Les règles seront toujours gratuites pour vos bandes, pour vos figurines, et donc vous pouvez vous initier à Trench Crusade sans commencer par une taxe de 40, 50, 60, 120 balles pour mettre la main sur les règles, sur le lore, sur les mises à jour, sur les cartes de vos figurines. Tout ça, c'est déjà disponible sur le site de Trench Crusade. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il y a même du coup des morceaux de lore qui sont souvent là sur le site et qui tombent assez régulièrement. Et ça, je trouve ça très très cool, que ça soit pas juste, on va dire, alors c'est gratuit, donc c'est pas tout à fait transactionnel, mais juste un truc de t'as acheté tes figues, va chercher le PDF des règles et ne reviens plus jamais sur ce site. Il y a aussi du lore, et ça c'est très très chouette. Donc on est sur un jeu qui fondamentalement est vraiment accessible. Au niveau des figues, maintenant, il nous faut parler d'un point très important que j'ai à peu près esquivé jusqu'ici, c'est celui de l'impression 3D. Il faut savoir que quand Trench Crusade s'est lancé, il s'est lancé en s'appuyant sur cette technologie de l'impression 3D pour figurines qui n'a de cesse que de se perfectionner et qui donne des résultats vraiment vraiment satisfaisants aujourd'hui, que ça soit en filament mais encore plus avec la résine. Du coup, ils avaient fait ce choix-là parce que c'était le moyen parfait pour s'expérimenter, s'étendre, sans passer par des partenaires qui auraient besoin de faire des moules et de gérer votre production pour vous. Donc sur Kickstarter notamment, c'était l'occasion d'obtenir toute une gamme à un coût relativement bas, surtout si vous avez le matos déjà, ou des copains qui l'ont, et que vous partagez en fait les fichiers STL entre vous. Vous pouviez aussi faire imprimer vos figues. Alors il y a eu déjà un premier débat lors du Kickstarter, est-ce que c'est pas un peu cher le prix pour des STL, etc. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à ce que le prix de ces fichiers d'impression 3D augmente à mesure que la qualité d'impression et des kits augmente en qualité aussi. Honnêtement, c'était autour d'une trentaine d'euros pour les bandes de base et il fallait rajouter pour les grosses pièces, les bestioles, etc. Mais vous avez plein de moyens d'aller vers d'autres gammes, voire même de convertir. Ça aussi, c'est dans la profession de foi du jeu, on en reparlera un petit peu après, mais du coup, pour moi, c'était honnête. Le deal était vraiment honnête sur Kickstarter, j'ai pas dépensé tant, on a partagé les fichiers avec quelques copains, j'ai mon frère Rémi, que je salue, qui nous a imprimé les figurines, et c'est franchement de la bonne cam. Il y a toujours un petit peu des galères, la résine ça casse très facilement, donc c'est pas forcément la solution pérenne et la plus, valable dans le temps. Mais je trouvais que c'était très très cool pour eux de s'appuyer sur cette impression 3D là, dont on dit maintenant depuis quelques années qu'elle va considérablement changer le monde de la figurine. Maintenant que Trench Crusade monte, par contre, Factory Fortress, l'entreprise derrière le jeu, elle a décidé de s'éloigner de l'impression 3D pour faire de la figue
plastique et donc s'implanter dans les boutiques tout simplement. Parce qu'effectivement, quand vous vendez des fichiers STL, c'est un peu compliqué de mettre je sais pas, une clé USB à disposition, encore que il y a pas mal de gens qui imaginent que le futur des boutiques, ça pourrait simplement être un ordinateur dans lequel vous sélectionnez vos figurines, vous les faites imprimer, vous revenez quelques jours, quelques heures plus tard, et vous avez peut-être juste, pas forcément votre escouade, mais quelques morceaux, des bits, ça pourrait être très chouette. Donc Factory Fortress s'est éloigné de l'impression 3D, ça a créé un peu une shitstorm, je ne comprends pas honnêtement cette shitstorm, je ne sais pas qui se réjouit particulièrement d'avoir de l'impression 3D à part ceux qui en fait ont déjà ce fichier là et au-delà des fichiers le matériel pour le faire. C'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup de gens disent ouais je le fais, c'est vraiment pas cher, etc. Pour avoir des résultats vraiment cool, si vous aimez peindre de la figurine plastique et tout, faut pas s'imaginer que c'est encore très très simple, très démocratique, c'est mieux qu'avant mais c'est pas non plus si facile. Donc moi je trouve que c'est bien, et surtout je trouve que c'est bien pour la pérennité du jeu, pour le jeu dans la durée en fait. S'implanter dans les boutiques, ça me paraît beaucoup plus important que de rester sur une espèce de de position de nous, on est dans l'impression 3D et on veut disrupter à tout prix comment fonctionne le marché de figurines. En réalité, les boutiques elles ont aussi besoin de vivre, en réalité le hobby se pratique aussi en boutique, dans les clubs, dans les salons, et donc forcément trouver des figurines Trench Crusade, ça peut avoir du sens quand on développe un jeu et qu'on a envie de le voir grandir. Par ailleurs, je tiens à préciser que les fichiers originaux des bandes donc, qui étaient dans le Kickstarter, il reste disponible depuis le site de Trench Crusade avec ses partenaires. Là, pour le coup, il y a une vraie shitstorm qui est un peu plus compréhensible, c'est que dans les partenaires du Kickstarter, il y avait des gens, je ne sais plus quel est le nom de l'imprimeur, mais qui se sont retrouvés un peu bloqués par le succès du Kickstarter, ce qu'on peut comprendre. Et donc, il y a des gens qui avaient sélectionné des figues déjà imprimées. Moi, j'étais pas parti sur cette option parce que mon frère avait des imprimantes résine qui étaient prêtes, mais surtout, je me suis dit comme ça, j'aurais mes figues plus tôt. Et donc là, il y a des gens qui ont attendu longtemps et pour des figues qui ont été mal imprimées. Donc ça, je peux tout à fait comprendre que ça fasse râler. Je sais par contre que Factory Fortress et au charbon, ils nous le disent, nous qui avons backé le Kickstarter régulièrement par mail, voilà, on en est là, on a rappelé tant de produits, on va les réimprimer. Donc je pense qu'ils veulent faire les choses bien. Et je pense que du coup vous avez encore les fichiers originaux qui restent disponibles si vous avez cette accès à cette technologie, et donc du coup vous avez accès à toutes les bandes qu'on vient de mentionner. Fondamentalement il n'y a que les variantes, les sous-factions qui n'ont pas forcément de fichiers STL à l'heure où j'enregistre ce podcast, et semble-t-il la stratégie de Factory Fortress ce sera justement de faire de ces variantes des kits plastiques pendant que la bande de base restera imprimable en 3D, mais on voit déjà que dans les pièces, par exemple le prêtre sniper dont je vous parlais tout à l'heure pour la Nouvelle-Antioche, qui sont communs à certaines sous-factions, donc à la fois à Nouvelle-Antioche mais aussi par exemple à la Prusse, ils sortent des figurines pour ces pièces-là. Donc petit à petit, je pense que l'impression 3D va être peut-être pas remplacée, mais va fonctionner en parallèle de kits plastiques, et je pense que de toute façon ça leur coûte pas grand chose d'héberger ces fichiers là sur leur site, donc ça devrait rouler, et donc pas d'excuses, je ne veux rien entendre, et par ailleurs vous pouvez même aller au-delà de ce qui se fait. Alors déjà Trench Crusade aussi dans leur profession de foi, en fait ils voulaient étendre cet univers avec des partenaires, donc il y a des gens qui sont des concepteurs de figues, des imprimeurs de figues qui peuvent aller les voir et leur dire moi j'ai une idée, je veux produire telle gamme, et du coup ils produisent des figues sous licence. C'est notamment le cas de la Red Brigade, qui est une autre variante de la Nouvelle-Antioche dont je vous ai pas parlé puisqu'elle ne figure pas dans le jeu principal, mais qui est tout à fait légale parce qu'elle a été construite en partenariat avec Factory Fortress. Et il y a d'autres modèles qui sont bien moins officiels, mais qui vont vous satisfaire en termes de modélisme ou de jeu. Donc j'ai vu notamment passer une gamme où c'était plutôt dans un délire un peu polonais, une variante un peu polonaise de la Nouvelle-Antioche si vous voulez. Franchement, on reconnaît très facilement les archétypes, le jeu est fait pour ça, le jeu est un jeu, ce qu'on appelle un jeu agnostique, ce qui est plutôt rigolo puisque pour un jeu qui parle autant de la religion. Mais vous pouvez ramener n'importe quelle figurine pour jouer tant que c'est clair pour votre adversaire. Si c'est de la conversion à base de kit Warhammer, ça passe. Si c'est de l'impression 3D, ça passe. Si c'est le kit officiel, ça passe. Il n'y aura pas, semble-t-il, à l'heure où j'enregistre ces lignes, de discrimination quant à tout ça. Et donc c'est plutôt très très cool et une bonne nouvelle pour là aussi la pérennité du jeu. Bref.
Pour moi, il y a eu toute une polémique, mais le jeu reste encore super accessible. C'est d'ailleurs dans son ADN. Donc foncez. Et si vous aimez le kit bash et que vous avez, je sais pas, des kits Warhammer qui traînent un petit peu mais qui pourraient passer, bah franchement, allez-y quoi. Je sais pas, vous avez toujours rêvé de faire le kit de Krieger pour Warhammer 40 000, mais vous n'avez pas l'intention de faire une armée garde impériale ou une kill team, bah bidouillez-le, faites-en des soldats de la Nouvelle Antioche ou des hérétiques avec, je sais pas, des épées qui traînent et tout. Ça peut être un super moyen de vider les Pile of Shame, je trouve, Trench Crusade. Alors bien sûr, si on est un peu chiant sur l'esthétique, si on a envie que tout soit cohérent, ça sera peut-être pas exactement la solution parfaite, le kill bash, mais là, le mérite d'exister est vraiment de faire vivre le jeu, là aussi. Et du coup, je trouve ça très très cool que le kit bash soit aussi lié à l'ADN de base de Trench Crusade. Un petit mot ensuite sur Carcass Front. Carcass Front, c'est un des stretch goals, des paliers de la campagne Kickstarter à l'origine. Donc les backers comme moi, ils vont tout recevoir en version digitale. Des cartes, de nouvelles campagnes, etc. Mais ils ne vont pas recevoir les figues parce que oui, Carcass Front, le succès de Trench Crusade a été tellement au rendez-vous que Factory Fortress s'est dit: est-ce qu'on n'en ferait pas notre première boîte de démarrage? Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est à la fois la première boîte de démarrage et aussi le premier supplément pour Trench Crusade, puisqu'il y a 2 nouvelles campagnes qui sont centrées autour de la mythologie du Léviathan, le monstre des mers. Et du coup, dans cette boîte qui va sortir bientôt, en juillet 2026, eh bien, vous avez 2 nouvelles bandes en plastique. Vous avez du coup les Naval Raiders des légions hérétiques dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui attaquent les plages avec leurs scaphandres, et vous avez la procession de l'affliction sacrée qui du coup sont là pour les affronter, les repousser sur les plages. Donc c'est un peu les lépreux dont on parlait tout à l'heure, pour le dire très vite. Donc 2 nouvelles bandes avec du coup 16 figues, donc je crois 8 par bande, donc de quoi commencer une campagne avec l'une de ces bandes si vous partagez ce Carcass Front pour 120 €. Ça peut paraître un petit peu cher par rapport au nombre de figurines à l'intérieur de la boîte, mais honnêtement, vu que les règles sont gratuites, que vous avez des cartes, que vous avez de jolies figues, ça peut être l'occasion d'avoir un contenu vraiment préétabli pour se lancer dans Trench Crusade. Et du coup, je pense que c'est plutôt chouette. Je pense que le prix, encore une fois, est assez honnête. Aujourd'hui, une kill team, c'est entre 50 et 60 €. Donc là, vous avez vos 2 kill teams et tout le reste. Donc je trouve que ça va plutôt bien se faire. Et on peut imaginer, du coup, que Factory Fortress va développer comme ça au fur et à mesure des extensions à la campagne principale de Trench Crusade. En fait, c'est pas des extensions, c'est des campagnes alternatives autour d'un lieu, d'un combat précis, peu importe, peut-être même d'une nouvelle faction au bout d'un moment, ça pourrait être très cool. Donc c'est chouette et ça sera l'occasion de mettre en avant des variantes des bandes qu'on a citées tout à l'heure. À ce propos, j'ai vu pas mal de gens qui disaient être un peu déçus par les bandes qui étaient dans Carcass Front, ce que je peux comprendre parce qu'elles sont pas forcément les plus flashy ou les plus marquantes. Maintenant, il faut bien le dire, malgré la réputation de Nouvelle Antioche, je trouve que ce qui est cool avec Trench Crusade, c'est qu'on n'a pas forcément une bande un peu poster boy. On a des bandes emblématiques, on a des figurines très fortes. Par exemple, je pense que l'infanterie mécanisée ou la sorcière d'artillerie, ça fait vraiment partie des figurines que les gens vont vraiment kiffer. La même manière, l'épée qui tranche des tanks des Prussiens, elle est très très marquante. Mais on n'est pas forcément dans cette logique très Games Workshopienne de voir tout par le prisme du Space Marine ou du Stormcast par exemple. Donc soyez pas trop, exigeant de ce point de vue-là. Moi, je trouve que les illustrations défoncent. Je trouve que c'est sympa de commencer avec les légions hérétiques, le jeu, donc une variante des légions hérétiques. Pour moi, ça a tout à fait du sens. Et puis, pareil, les pilgrims, donc les pèlerins des tranchées, c'est aussi une des factions principales, on va dire, du jeu, qui est assez facile, un peu plus difficile à prendre en main, mais quand même, on comprend assez vite comment ça se joue et c'est assez fun à jouer. Et vous pouvez enchaîner ensuite sur des grosses pièces qui peuvent être sympas. Donc vraiment, moi je trouve que c'est plutôt bien foutu, ce produit d'appel et d'extension, parce qu'il fait les deux à la fois, ce qui est rigolo, qu'est Carcass Front. Donc voilà, jetez un œil là-dessus, ça sort en juillet, vous pouvez déjà le préco, je crois. Donc ça peut être un bon moyen de se lancer dans Trench Crusade. Et enfin, un dernier point,
dernier point que j'ai mis un petit peu de côté pour l'instant, c'est les décors. Parce que oui, l'une des remarques que j'ai le plus quand je parle de Trench Crusade, c'est que tout le monde me dit mais ça s'appelle Trench Crusade, mais du coup moi j'ai pas envie de jouer dans les tranchées. Et ben ça tombe bien, il n'y a rien qui vous oblige à faire des tranchées, mais vraiment rien dans le jeu n'oblige à faire des tranchées. En revanche, c'est vrai qu'il faut pas mal de décors pour tirer profit des règles de terrain qui sont assez riches mais assez simples, et aussi éviter que le jeu ne soit trop létal. Donc c'est vrai que le terrain c'est cool, n'hésitez pas à en mettre beaucoup sur vos tables, mais honnêtement si vous avez des trucs qui traînent pour Battle, pour Age of Sigmar, pour 40 000, moi pour l'instant je fais un petit peu un mélange de tout ça, et vous pouvez aussi avoir des décors qui marchent dans tous les settings, je sais pas, des conteneurs, des cratères, certains engins, enfin... Honnêtement, il n'y a pas besoin de faire des tranchées. C'est vrai que ça a une putain de gueule. Si vous avez fait des tranchées modulables comme... et d'ailleurs, le jeu avait fourni des fichiers pour certains... Enfin, pour ceux qui backaient aussi ce truc-là sur Kickstarter, vous aviez la possibilité d'avoir de faire imprimer vos tranchées. Ce qui est très très cool, mais on voit beaucoup de gens qui font du coup leur propre table et ça a vraiment de la gueule. Mais du coup voilà, justement moi je trouve ça cool là aussi avec Carcassfront, on est sur des plages, on est plutôt sur une esthétique débarquement plutôt que Première Guerre mondiale. Et pourquoi pas, parce que effectivement l'univers de Trench Crusade il est riche, ça s'appelle Trench Crusade, on comprend pourquoi, c'est cohérent avec l'esthétique, mais il n'y a aucune obligation à jouer dans les tranchées, on n'est pas dans un cas de figure un peu boarding action pour Warhammer 40 000 où voilà, vous devez avoir les décors boarding action, sinon c'est pas boarding action. Là en fait s'il n'y a pas de tranchée ça reste Trench Crusade, mais n'hésitez pas du coup à charger en bâtiment. Moi j'ai des vieilles églises Warhammer 40 000 de la V4, ça fonctionne très bien pour un setting qui s'appelle Trench Crusade, d'en foutre partout sur la map de ces églises. Vous pouvez imaginer plein de choses, vous n'êtes pas obligé non plus d'être dans le No Man's Land très européen plein de boue, vous pouvez être autour du Sultanat dans des maps, je sais pas, plus désertiques ou au contraire un environnement plus paradisiaque. J'ai vu justement des gens qui faisaient des tables autour du Sultanat, je trouve que c'est super beau, c'est très original, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir pendant la Première Guerre mondiale. Vous pouvez vous rappeler que c'était une guerre mondiale aussi, et donc tout se jouait pas forcément dans les tranchées, ça se jouait parfois sur mer, dans le désert, etc. etc. Donc allez chercher l'inspi où vous voulez, mettez du décor, mais rassurez-vous, je répète, encore une fois très explicitement, vous n'avez pas besoin de tranchées pour jouer à Trench Crusade et le jeu n'est pas moins bien quand il n'y a pas de tranchées. En revanche, le jeu risque d'être moins bien s'il n'y a pas de décor, mais ça je crois que c'est le cas de tout wargame qui se respecte. Voilà pour les derniers points que je voulais élucider avant de vous quitter. J'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais j'ai quand même encore une catégorie à vous présenter, c'est tout simplement mon avis. Alors en quelques mots sur les différentes parties de Trench Crusade que j'ai fait. Je précise que j'ai dû en faire quelque chose comme 5, donc je suis pas un grand spécialiste du jeu, mais justement ça m'intéressait aussi de vous faire un podcast découvrir Trench Crusade en 2026, en même temps que moi je découvre Trench Crusade en 2026 et voir peut-être dans quelques mois, dans quelques années, comment notre avis ensemble aura peut-être évolué. Je trouve déjà que c'est un jeu qui est plutôt bien pensé. Honnêtement, je suis dans ma phase game design, je crois que je vais pas la quitter, je sais plus si c'est une phase, si ce n'est juste en fait un nouvel intérêt spécifique, et je trouve que le jeu est bien écrit, je trouve qu'il est bien pensé, je trouve qu'il est simple à prendre en main, mais qu'il a beaucoup, comment dirais-je, de granularité. À travers l'équipement, à travers la campagne, vous pouvez vraiment vous casser la tête dessus si vous avez envie, mais vous pouvez aussi tout simplement faire une petite liste pré-pensée que vous allez trouver sur internet ou par exemple c'est le cas des Prussiens que j'ai acheté en plastique, vous avez 2 listes building qui vous sont proposés, donc un qui insiste un peu plus sur le corps à corps, l'autre un peu plus sur le tir. Vous montez ça, vous avez une bande de base pour commencer une campagne ou faire des petits one-shots qui vont très bien. Et du coup c'est ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai pas tenté la campagne, mais j'ai trouvé ça hyper appréciable. Je trouvais que c'est un jeu qui apporte de vraies sensations, parce que on peut faire beaucoup de choses, on a des figurines qui ont beaucoup de personnalité, et donc du coup sur table on n'est pas dans une abstraction comme on peut le connaître dans des jeux où vous gérez des vraies armées, voire même à Kill Team que j'ai retesté récemment et que j'ai trouvé très très cool, parce que justement il y avait un potentiel narratif que moi je trouve malheureusement de moins en moins à Warhammer 40 000 quand je sors toute une armée. Mais on n'est pas là pour casser encore plus de sucre sur le dos de Games Workshop, donc retenez surtout que Trench Crusade, ça offre effectivement ces sensations, ce potentiel narratif, et qui va forcément être décuplé quand on va jouer en campagne. Alors jouer en campagne, ça ajoute du taf, ça ajoute de la paperasse, mais c'est toujours récompensant de voir sa bande progresser, et c'est un jeu qui fondamentalement a été pensé pour jouer en campagne,
Moi, je trouve pas qu'on ressente un gros manque à jouer en one shot, mais c'est vrai que typiquement vous avez des équipements ou des pièces tout simplement dans votre collection que vous allez avoir du mal à sortir sans augmenter la taille de vos listes, ce que vous pouvez tout à fait faire. Mais c'est vrai que dans la campagne c'est plutôt chouette parce qu'on a vraiment l'impression de recruter une grosse bestiole, d'être tombé sur une relique, etc. Et je trouve que c'est plutôt chouette. Le système de campagne il est pour le coup très classique, franchement ça casse pas trois pattes à un canard, mais je trouve ça chouette et encore une fois bien écrit. C'est suffisamment cool dans le choix de votre saint patron, dans les blessures que vous pouvez infliger, les bonus que vous pouvez gagner. Vous connaissez ça si vous avez déjà joué à Necromunda, à Warcry, à n'importe quel jeu qui se joue sous forme de campagne. Vous allez retrouver tous les grands classiques. De ce point de vue-là, le jeu est pas méga original, mais si vous aimez Mordheim aussi, et ben vous avez le créateur de Mordheim qui revient aux affaires, et ça fait plaisir parce que la campagne, elle est plutôt chouette, et elle se joue en assez peu de temps. Il n'y a pas forcément besoin de se prévoir 30 games. Je crois que ça peut jouer en une douzaine de games si je me souviens bien. Et les scénarios sont assez variés, donc vous faites ceux du livre principal et vous avez déjà vraiment quelque chose d'assez chouette. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, d'autant qu'il y a des variantes qui sont cool en termes de gameplay. Vous pouvez jouer à plusieurs, vous pouvez jouer sur des plus grandes maps. Donc franchement, faites-vous plaisir, lancez-vous dans une campagne avec quelques potes, ça n'a pas forcément besoin d'être un truc au long cours, limite vous pouvez caler ça dans un week-end, franchement c'est mon rêve, bientôt peut-être le Ghoulfest Trench Crusade. L'univers aussi, pour moi, c'est vraiment un attrait incroyable pour ce produit qui est Trench Crusade. L'univers, il est tout simplement dingue, je trouve. Il a beaucoup de potentiel sur la durée. Il a réussi à recopier cette formule mathématique de Warhammer où à la fois on a beaucoup de détails, des trucs très intrigants, des trucs très loufoques, mais en même temps on n'a pas exactement tous les détails non plus, on peut s'y projeter, on peut inventer nos trucs, typiquement à quoi ressemblent les factions du royaume de France, du domaine royal de France, je crois qu'il s'appelle comme ça dans l'univers de Trench Crusade. Est-ce que du coup il y a un truc très, je sais pas, est-ce qu'il y aura des mousquetaires, est-ce qu'il y aura des mecs plus proches dans un style napoléonien par exemple, je ne sais pas. Donc à voir ce qu'ils vont développer, à voir ce que vous avez aussi envie de développer, limite ça m'intéresse presque plus. Donc ça, je trouve que c'est très très chouette. L'univers, il a une très très bonne matrice. Je pense que ça pourrait faire des super jeux vidéo, voire même d'autres variantes de jeux en fait dans cet univers, des jeux de filles, je veux dire, passer en format épique, j'en sais rien, hein, mais vraiment il y a des trucs vraiment chouettes à faire. Je trouve qu'il a du potentiel cet univers. Ce qui manque juste un petit peu, si je dois être honnête, c'est les perspectives. On a des cartes, on a dans le livre de règles qui est plutôt bien foutu. Là aussi, j'ai vraiment kiffé lire ce livre de règles. En termes de lore, il était vraiment cool, très vraiment à même de vous inspirer en quelques mots. Le seul truc que j'ai trouvé qui manquait un petit peu, c'est effectivement des perspectives plus à l'échelle humaine. Ça manque un petit peu. Il y a une nouvelle de Graham McNeil dans le livre de règles. Il a aussi travaillé sur la première extension Carcass Front, dont on parlait tout à l'heure. Mais je trouve que ça manque un petit peu de voir cet univers à travers les yeux du Pékin moyen, si j'ose dire. Ça, on l'a pas encore, mais on pourrait l'avoir au fur et à mesure, et puis on va gagner en compréhension de cet univers, justement au fil des extensions, des parties, etc. Donc je m'en fais pas trop, mais je pense que c'est un truc qu'il faudra pas qu'il néglige. Pour l'instant, on a la toile de fond, on a beaucoup de détails qui viennent la nourrir. Parfois, faut accepter de ramener un petit peu un focus différent, plus limité, et c'est là où en fait Games Workshop a aussi une espèce de mainmise, un monopole qui est terrible, c'est que eux ils peuvent avoir ce contexte, ce setting qui est le jeu principal, et à côté ils ont des jeux vidéo, ils ont les romans de la Black Library, ils ont tellement de choses qui nous permettent de voir cet univers à travers les yeux de tout un tas de personnages. Et ça, effectivement, aujourd'hui, quand on arrive à Trench Crusade, qui n'en est qu'à sa première édition, et qui n'a qu'une seule extension qui n'est pas encore sortie, bon, forcément, ça manque un petit peu. On va pas le retenir contre eux, mais c'est un petit point de vigilance qu'il faudra garder.
Malgré tout, malgré cette critique, je pense que contrairement à d'autres jeux qui se sont un peu cassés les dents dans l'idée d'être le Warhammer killer, ce qui ne veut absolument rien dire et je déteste ce genre de formule toute faite, donc n'y voyez pas, comment dirais-je, une solution à laquelle j'adhère personnellement. Je pense effectivement que bah voilà, c'est un jeu qui enfin a le moyen d'être un vrai substitut à Warhammer car il est vraiment adjacent aux univers de Games Workshop en termes de vibe et il a des mécaniques qui rappellent nos jeux préférés sans forcément souffrir des défauts du Warhammer moderne et donc je pense que ça peut vraiment toucher au moins une cible, peut-être une niche, je sais pas à quel point elle est grande cette cible, mais de gens qui sont un peu en burn-out de 40 000 et des autres, ou qui sont à la recherche d'expériences plus narratives, plus intenses, plus cinématographiques. Je trouve que Trench Crusade est là pour ça, et donc c'est vraiment un univers qui je pense, va également grandir sur les tables de jeu en étant adopté par des gens curieux, et je vous incite à être curieux et curieuse, à aller au-delà de Games Workshop, parce que ça fait du bien, parce que c'est peut-être l'occasion hobbyistique aussi de faire d'autres choses. Et donc, je pense que vous n'avez aucune bonne raison de passer à côté de Trench Crusade, d'autant que je pense qu'il est plus simple qu'il n'y paraît de s'y essayer avec du proxy. Les règles, le lore sont gratuits, donc vous pouvez consulter ça. Les décors, je vous l'ai dit, ils peuvent être variés, donc ils sont bien plus qu'une simple tranchée. Vous avez des figues de garde impériaux, de cultistes pour le chaos, de Age of Sigmar. Franchement, tentez, téléchargez les règles, essayez de bidouiller une liste en fonction, passez peut-être sur les grandes factions de base, comme Nouvelle-Antioche, les hérétiques, voilà. Si vous avez une Nurgle, vous pouvez tenter le Graal Noir. Franchement, si ce qui manque un petit peu, c'est de tester, je pense qu'on va avoir des démos à mesure que le jeu va grandir, des gens, des assos, voire même Factory Fortress va peut-être se déplacer sur des salons, va vous proposer des jeux, des games de démos, donc des parties de démos, devrais-je dire, en bon français. Voilà, gardez un œil là-dessus, gardez un œil sur les assos, sur les événements, mais surtout sur votre collection en fait, parce que je pense que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour vous lancer dans Trench Crusade aujourd'hui. Ça se trouve, vous jetez un œil à ce que vous avez sur vos tables de jeu et un peu en figurine. Vous n'êtes pas obligé de faire une campagne complète, quoi. Juste réunissez une petite liste de petits bonhommes. Tentez de tester un petit peu les mécaniques de base et vous verrez, elles sont bien moins compliquées qu'il n'y paraissent. En fait, si vous avez compris ce que je disais tout à l'heure quant au fait de jouer avec 2d6 et d'ajouter à ces 2d6 un pool de dés qui va prendre vos moins bons résultats ou vos meilleurs résultats, vous avez fondamentalement compris tout le jeu. Il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de grosse datasheet à apprendre par cœur. Globalement, les figues ont assez peu de règles spéciales. Souvent, effectivement, naturellement, elles vont avoir plus de dés à ajouter ou moins de dés à retrancher si effectivement elles sont pas bonnes au corps à corps, par exemple. Mais c'est assez simple à mettre en place une game de Trench Crusade. Donc sortez un petit peu du carcan des jeux habituels et allez tenter une aventure dans les tranchées. Je garantis que vous ne le regretterez pas. Voilà, après 1h20 de podcast, il est temps pour moi de passer enfin à la conclusion, à l'outro, avec des petits remerciements. Déjà, merci à toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura intrigué, vous aura éclairé sur Trench Crusade. Si c'est le cas, vraiment comme d'habitude, c'est important de nous soutenir, mais je pense que spécifiquement sur ce podcast, et particulièrement en langue française, il n'y a pas énormément de ressources sur Trench Crusade, donc n'hésitez pas à le partager, ça va à mon avis nous donner un gros coup de boost, et ça pourrait vraiment intéresser des gens qui ne s'intéressent peut-être pas non plus à Warhammer en temps normal. Donc vraiment, je vous remercie d'avance si vous pouvez faire ce petit geste de nous partager sur les réseaux, ou autour de vous, dans vos assos, dans vos boutiques, n'hésitez pas, ça peut vraiment faire une grosse diff, et je pense que dans l'étape à laquelle se situe Trench Crusade, c'est-à-dire vraiment l'idée de se démocratiser, c'est vraiment important que des gens comme le Len Rider prennent un peu le temps en marche, aillent voir ce que ça donne et vous fassent un feedback complet
alors complet, toute proportion gardée, parce que vous l'aurez compris, on est passé très vite sur beaucoup de choses, mais voilà, j'avais à cœur de vous présenter ce jeu dans une première présentation globale, où on allait parler de lore, de figues, de jeux, comme on le fait d'habitude à bord du Land Rider, mais voilà, je pense que ça peut avoir une vraie utilité, y compris dans le temps. C'est toujours un peu ce que j'essaye de faire aussi, des podcasts qui peuvent vivre le plus longtemps possible. Donc merci à toutes celles et ceux qui nous partageront. Je voulais aussi faire un message de service par rapport aux commentaires de Spotify, parce que j'ai dit il y a quelques mois, voire même quelques années cela, qu'on pouvait faire des commentaires sur Spotify, mais depuis, j'ai pas été sur l'outil de podcast de Spotify, et donc j'ai vu qu'il y avait presque 3 ans de commentaires à remonter. Donc je vous remercie d'avoir mis tous ces commentaires qui étaient gentils. Je me suis pris un gros shot de bonheur à les relire, à les découvrir en fait. Je dis relire, mais vraiment à les lire, tous ces commentaires. Donc continuez, ça fait plaisir. Continuez à faire ça aussi sur YouTube pour le référencement, parce que Google nous tape dessus à longueur de journée. C'est pas très grave tant que le hobby continue, et pour qu'il continue, n'hésitez pas à nous soutenir. Je vous l'ai dit, les partages c'est hyper important. Si vous avez les moyens d'aller plus loin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Feur d'édition, qui publie mon ouvrage dédié à l'univers de Warhammer 40 000 et sa genèse, sa création chez Games Workshop, qui s'appelle Dans les ténèbres de Warhammer 40 000, sculpter la guerre, toujours disponible maintenant qu'il a été réimprimé. Et vous pouvez également aller sur Tipeee, faire un petit don ponctuel, mensuel, à vous de voir. Et enfin, peut-être la solution la plus pratique pour les consommateurs de plastique que nous sommes, c'est d'aller sur My Hobby Place. Quand vous allez sur ce site, cette boutique en ligne, vous pouvez reverser une partie de votre panier à votre saltimbanque préféré pour qu'il puisse acheter des figurines. Et d'ailleurs, à noter, My Hobby Place vend les figurines Trench Crusade, donc gardez un œil sur la boutique pour ça aussi. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite sur le Discord pour parler en long et en large de Trench Crusade, et à très vite, bisous, ciao. Bonus Trax. Mais d'abord, je prends un peu d'eau car j'ai plus de voix.